Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Impact. Ravi de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, 1% pour la planète. Ça paraît peu, mais quand il s'agit de la part du chiffre d'affaires d'une entreprise, ce chiffre prend une toute autre dimension. Et si toutes les entreprises donnaient 1%, c'est donc l'idée de départ du collectif justement nommé 1% for the Planet. Sa directrice France sera notre invitée. Le plus grand événement de la philanthropie environnementale en France, c'était il y a quelques jours, à l'occasion des Rencontres pour la planète. Une entreprise et une association, deux participants de cette rencontre, seront sur notre plateau. Enfin, un serious game sur le développement durable, un jeu de cartes et un plateau suffisent à sensibiliser les organisations aux enjeux climatiques. On brainstorm, on imagine, on trouve des solutions pour aider son entreprise à devenir acteur de la protection de l'environnement. Début de la partie, en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est donc l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Isabelle Susini, directrice du collectif 1% for the Planet France. Son combat, convaincre les entreprises de reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement. Bonjour et bienvenue sur le plateau Smart Impact. Bonjour Eva, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Isabelle Susini, comment est née cette idée finalement assez simple sur le papier, mais néanmoins ambitieuse ? Eh bien, c'est l'idée qui vient d'un entrepreneur très engagé depuis longtemps, qui s'appelle Yvon Chouinard, le fondateur et propriétaire de Patagonia. Il a eu cette idée-là en 2002 parce que lui-même, il donnait 1% de son chiffre d'affaires depuis longtemps à des associations. Et il a eu envie de rassembler autour de cette idée d'autres entrepreneurs qui pourraient éventuellement faire pareil. Donc, il a eu l'idée d'avoir un message très simple, de 1% pour la planète, ou 1% for the planet, c'est international, c'est très facile à comprendre. Et là, du coup, créé un label facilement reconnaissable et intelligible. Et depuis, ça s'est développé partout dans le monde. Isabelle Susini, pourquoi les entreprises peuvent-elles être, selon vous, un instrument rapide, efficace de protection de l'environnement ? Elles sont un levier efficace parce que elles savent que c'est aussi dans leur intérêt. C'est une responsabilité qu'elles ont. Elles ont de plus en plus aussi conscience que c'est la demande de des consommateurs, de leurs clients. La société civile, de plus en plus, a pour préoccupation principale la protection de l'environnement. Ça a été mesuré par le CREDOC chaque année et c'est en haut de la liste, et en particulier chez les jeunes. Donc, les entreprises ont vraiment, pour celles qui ont pris conscience, il faut qu'elles s'engagent vers la responsabilité sociale et environnementale. Aujourd'hui, je crois seulement 7% des sommes sont dédiées à la philanthropie, s'adressent à des causes environnementales. Comment expliquer ce chiffre ? En fait, oui, c'est 7% du mécénat venant des entreprises et des fondations qui est fléché vers la cause environnementale. Donc, c'est ridicule. C'est peu et c'est complètement disproportionné par rapport, encore une fois, à la place que ça peut prendre dans le cœur des citoyens, et notamment des plus jeunes. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ça reste faible. Ça grossit quand même. Et alors, comment l'expliquer ? Probablement parce que c'est plus difficile au départ quand même d'être philanthrope sur un sujet environnemental que sur d'autres sujets qui sont peut-être un peu plus consensuels comme la culture, le sport. Il y a plein d'autres causes qui sont très bonnes, mais c'est peut-être un sujet un peu plus engagé. Pourquoi plus engagé ? Pourquoi plus dur ? C'est intéressant ce que vous dites. Ça rassemble pas tout le monde encore, la cause écologique ? J'aimerais bien. En tout cas, c'est notre vœu, c'est que ça rassemble tout le monde. Ça rassemble de plus en plus, mais bon, c'est pas encore complètement également réparti chez tous les citoyens. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Et puis après, c'est difficile aussi de savoir quelle cause soutenir en priorité. Et c'est un petit peu notre rôle aussi, c'est d'aider à choisir les causes qui sont les plus importantes dans les causes environnementales et aider les entreprises à s'y retrouver et à flécher leurs dons vers les associations les plus impactantes. On va en parler de la manière dont vous faites de la pédagogie. Justement, évidemment, on prend les 1% du chiffre d'affaires et puis on les flèche vers des associations bien précises. Juste, petite question, comment on arrive à convaincre
des entrepreneurs, des entreprises de donner 1% de leur chiffre d'affaires? Ça peut faire peur sur le papier. Alors, il y a plusieurs moyens de les convaincre, outre le fait qu'il y a quand même une connaissance un peu mieux répartie sur la problématique. On n'a plus besoin, nous, d'expliquer, contrairement à il y a quelques années, on n'a plus besoin d'expliquer le pourquoi. On n'explique plus les changements climatiques, l'érosion de la biodiversité, ça c'est presque acquis. Après, pour les convaincre, on leur propose une solution ultra simple et efficace, c'est premièrement définir un périmètre, parce que l'entreprise, elle peut rejoindre au niveau de toute l'entreprise ou au niveau d'une marque, voire d'une gamme de produits. Donc il y a un moyen d'entrée qui est un petit peu moins, on va dire, un peu moins risqué. Quand c'est effectivement, si c'est sur toute l'entreprise, c'est un énorme engagement, 1% du chiffre d'affaires. Donc les entreprises peuvent éventuellement commencer à s'intéresser à la philanthropie et à la cause environnementale en entrant via une marque ou une gamme. Et après, c'est les aider à trouver les associations qui leur correspondent le plus par rapport à leurs propres sujets, des sujets qui leur tiennent à cœur, qui sont dans leur trip. C'est comme ça qu'on va les convaincre, presque en leur disant regardez ce que vous pouvez faire, de quelle manière vous pouvez aider. C'est comme ça qu'on arrive à les convaincre. Alors d'abord, on les écoute. On essaye de voir, parce qu'il y a des entreprises qui sont de toutes industries. Ça va être du textile, les cosmétiques, il y a des entreprises de services, de conseils. Donc c'est d'abord essayer de comprendre quelles sont les causes qui leur tiennent à cœur. Parce encore une fois, il y a tellement de causes au sein de l'environnement, la biodiversité, la pédagogie active au contact de la nature, le climat, il y en a beaucoup. Donc c'est déjà essayer de cerner qu'est-ce qui est important pour l'entreprise en question, l'entreprise qu'on a en face de nous, qu'est-ce qui est important pour elle. Est-ce que c'est réduire son empreinte via de la philanthropie par rapport à sa supply chain, ses sources d'approvisionnement? Est-ce que c'est impliquer ses collaborateurs dans ses choix philanthropiques, voire dans ses actions philanthropiques via du mécénat de compétences? Et ça rentre dans le 1%. Est-ce que c'est avoir des actions plus à l'international ou uniquement sur le territoire français? On discute de ça, on essaie de bien comprendre ce que veut l'entreprise. Et nous, on a un panel d'associations agréées, on en a 500 en France, qui sont réparties sur tout le territoire et sur toutes les thématiques environnementales. Et on les connaît bien. Et donc, on arrive à donner des conseils aux entreprises pour qu'elles flèchent leur 1% vers ces associations. Et le conseil va même plus loin via l'événement qu'on a eu la semaine dernière, qui était les rencontres pour la planète, où c'est un filtre encore plus précis des meilleurs projets de protection de l'environnement. Dont on va parler dans quelques instants. Vous parliez des secteurs, du textile notamment, des entreprises de tout secteur. Est-ce que ce sont tout type de structures aujourd'hui qui... Oui, de la plus petite entreprise à la plus grande, ils vous font confiance? Absolument. Alors, parfois, on nous pose la question est-ce que ce sont que des grands groupes qui sont philanthropes? Alors, non, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les membres 1% pour la planète, les entreprises sont, ça va de la start-up, l'auto-entrepreneur, la profession libérale. On a beaucoup de dentistes, on a des avocats, jusqu'à la PME et l'entreprise de taille intermédiaire. On n'a pas de très grands groupes, mais c'est assez représentatif, sinon, de la façon dont le tissu entrepreneurial français est constitué. Donc, on a beaucoup de TPE, PME, principalement. Pas de structure plus difficile à convaincre que d'autres, Isabelle Susini? Effectivement, en tout cas, nous, celles qu'on arrive en premier à convaincre, ce sont des entreprises familiales. Quand il y a assez peu de décideurs pour la prise de décision sur la philanthropie, moins on a de parties autour de la table, finalement, plus c'est facile de les convaincre. Donc, les entreprises familiales, c'est quasiment le cas pour tous les membres 1%. Ils appartiennent toujours au fondateur ou à la fondatrice ou à un très petit nombre de personnes. Isabelle Susini, vous parlez de collectifs, de mouvements d'entrepreneurs. Y a-t-il une forme d'engagement de ces entreprises qui dépasse juste le fait de reverser 1% de leur chiffre d'affaires? De quelle manière, je ne sais pas, vous les impliquez ou même eux sont-ils impliqués quotidiennement tout au long de l'année sur les projets associatifs que vous portez, que vous représentez? Eh bien, être philanthrope à hauteur d'1% de son chiffre d'affaires, quelque périmètre que ce soit, c'est très engageant. Et dans 95% des cas, c'est un mécénat direct. C'est l'entreprise membre qui verse directement à l'association, qu'on lui a conseillé ou pas. Donc, il y a un lien qui se crée entre l'entreprise et l'association.
Et de fait, par ce lien, ça va au-delà de la philanthropie. Donc c'est vrai que c'est l'entreprise qui nourrit la philanthropie, parce que c'est 1% du chiffre d'affaires, mais inversement, la philanthropie nourrit aussi l'entreprise, ses collaborateurs, enfin ses parties prenantes, parce que ce sont des échanges humains. Et puis l'entreprise, la plupart des entreprises n'ont pas envie d'avoir un discours complètement incohérent entre je suis philanthrope d'un côté et à côté je mets la poussière sous le tapis. Non, ça ne se passe pas comme ça. En vrai, il y a une cohérence, il y a une volonté d'être engagé, si possible, sur tous les fronts. Donc presque vous, 1% for the Planet, peut-être qu'après vous-même vous mettez de côté ou vous laissez le lien, la relation se faire une fois que vous avez mis en contact l'entreprise et l'association? Oui, notre objectif, c'est vraiment d'être un organisme chapeau, mais avec un seul objectif qui est augmenter les sommes dédiées à la cause environnementale, mais les flux financiers, ils vont vers les associations récipiendaires. Et effectivement, nous, on est juste une sorte de metteur en relation, et de facilitateur. On essaie d'augmenter l'impact, mais le but, c'est qu'il y ait une relation directe entre ces êtres humains qui constituent les entreprises et les associations qui font sur le terrain. Alors, la relation, elle va être directe dans quelques instants sur notre plateau entre une entreprise et une association. On en parlait des rencontres pour la planète. Merci Isabelle Suzy de nous avoir accompagnés. Beaucoup, je le rappelle, vous êtes donc directrice, directrice du collectif 1% for the Planet France, la partie France, parce que vous êtes dans le monde entier. On continue donc à parler de vous, puisque vous êtes à l'initiative des rencontres pour la planète, événement majeur de la philanthropie environnementale en France. On reçoit tout de suite dans notre débat 2 acteurs de cet événement. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui focus sur les rencontres pour la planète, événement majeur de la philanthropie environnementale en France, organisé, je le disais, par 1% for the Planet, qui a eu lieu les 5 et 6 octobre dernier. Une sorte, je l'ai appelé comme ça, de speed dating entre associations voulant récolter des fonds et entreprises voulant, elles, les parrainer. Recyclivre fait partie des entreprises mécènes. David Laurin, son fondateur, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Nature Évolution, elle, est une des associations qui ont pitché lors de l'événement pour récolter des fonds. Évrard Weidenbaum, son cofondateur, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Première question, David Laurin, pourquoi Recyclivre a-t-il fait le choix de s'associer à cet événement ? Alors nous, on est membre d'1% pour la planète donc depuis pas mal d'années. Donc on reverse donc 1% de notre chiffre d'affaires par an à des associations qui combattent l'illettrisme en faveur du développement durable. Et dans ce cadre-là, on s'est dit on va s'inscrire dans cet événement-là. Et en fait, nous, on a un tiers des dons qu'on va verser cette année, à peu près un peu plus de 100 millions d'euros, 100 000 euros, pardon, 100 millions, ça ferait beaucoup, 100 000 euros. On va en verser une partie qui va être choisie par nos clients. Donc on a envoyé un questionnaire à nos clients qui, avec différentes associations donc, qui étaient présentes à cet événement-là. Et c'est nos clients qui ont choisi donc, de reverser 30 000 euros à Nature Évolution. Nature Évolution, lui aussi est déjà membre du club 1% pour la planète. En tant que bénéficiaire. En tant que bénéficiaire, ouais. Exactement. Vous, qu'attendiez-vous, même question, d'un événement comme celui-ci ? Alors, c'est relativement bien organisé. En fait, c'est prévu quelques mois à l'avance. Et le 1% pour la planète, l'association qui gère donc cet événement des rencontres, nous sollicite, nous en tant qu'association, mais donc elle a sollicité tout le panel des bénéficiaires pour proposer un projet. Alors, en tant qu'association, on peut avoir différents projets, peut-être même des dizaines de projets pour certaines, et on vient en proposer un. Il est validé ou pas, et donc il y a une sélection d'une 40aine d'associations qui viennent pitcher. Donc c'est effectivement une sorte de speed dating. C'est vraiment, on a 8 minutes ou 10 minutes pour expliquer le projet du contexte jusqu'au résultat, aux bénéficiaires, etc. Et puis face à nous, on a un panel de mécènes potentiels. Et à la fin, il y a une discussion entre eux. C'est comme une sorte de jury, quoi. Et ils viennent donner ou pas, ou un peu, ou beaucoup, aux uns et aux autres. Et alors, évidemment, heureusement, tout le monde en ressort avec un petit peu quelque chose, ce qui est plutôt bien.
Et puis dans certains cas, on s'en sort encore mieux, et ce qui a été notre cas cette année. Vous parliez de différents projets. Une association peut avoir en effet plusieurs projets. Ouais. Vous, dans votre cas, depuis 2010, vous œuvrez à protéger les mondes perdus. Ouais. Expliquez-nous ce que ça signifie et quel projet cela peut représenter. Alors déjà, il faut avoir en tête que la biodiversité, c'est quand même une des crises majeures de notre planète actuellement, qu'il y a un besoin extrême de fonds qu'on n'a pas, qui n'existe pas aujourd'hui pour la protection de la biodiversité. Il y a eu beau y avoir une grosse convention à Marseille avec l'UICN, avec Emmanuel Macron, avec tout ça, c'est énormément de mots, mais malheureusement en termes d'action concrète sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose. Et nous, on a donc créé Nature Évolution pour essayer de protéger les dernières zones vierges de la planète, les endroits qui n'ont pas encore trop subi les assauts du monde moderne et de l'homme, on va dire. Et donc, on essaie de les protéger avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire avant que, justement, il y ait des impacts irréparables. Parce que, malheureusement, quand on détruit une forêt primaire, on ne peut pas la restaurer. Ça ne se restaure pas comme ça. Donc, nous, notre travail, c'est de cibler d'abord des zones en péril, des zones extrêmement riches en biodiversité, qui sont également souvent les endroits les plus difficiles d'accès. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il y a peu d'associations ou peu d'acteurs sur ce genre de territoire. Et nous, on a cette expertise-là d'aller accéder à ces zones-là, d'y développer ensuite un panel de projets qui vont permettre, si tout se passe bien, la protection légale, mais aussi la protection pérenne, c'est-à-dire celle qui inclut les communautés locales, celle qui fait que ce sont les communautés locales qui ont envie de protéger ce territoire. Donc c'est tout le travail qu'on essaie de mettre en œuvre. Ça passe par de l'aide sociale, de l'aide économique, ou des actions de conservation pure et dure, un peu plus classiques, telles que du reboisement, de la sensibilisation environnementale ou des recherches scientifiques. Voilà, c'est vraiment le panel complet pour essayer de protéger un écosystème. Et comme les recherches sont peu nombreuses sur ces sujets-là, c'est ce que vous nous dites, vous avez besoin de beaucoup de dons. Oui, parce que, je vais dire un chiffre simple, mais sur un territoire comme le massif du Macaï, par exemple, qui est un des lieux sur lesquels on travaille, qui est au sud-ouest de Madagascar, on parle d'un territoire qui fait 10 000 km², donc c'est un peu plus grand que la Corse. Donc c'est quand même c'est des gros morceaux de terre qui sont extrêmement impactés par le réchauffement climatique, par la déforestation, par tout ça. Et on considère, pour maintenant connaître bien les lieux, ça fait 12 ans qu'on travaille sur place, qu'il nous faudrait en gros 1 million d'euros par an pour assurer et la protection et le bien-être, le mieux vivre en tous les cas des communautés locales. Voilà, à peu près les fonds qui seraient nécessaires pour un territoire. Mais en réalité, si on prend ça relativement à la surface, parce que 1 million d'hectares, c'est l'équivalent du parc de Yellowstone, c'est l'équivalent du Liban. C'est rien, 1 million d'euros par an. C'est absolument rien. Pour protéger et en plus assurer le développement des communautés locales, c'est rien. Et bien, même ça, on a énormément de mal à le trouver. David Laurin, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Nature Évolution ? Alors encore une fois, c'est nos clients qui ont choisi, donc je pense que ce qui leur a plu, c'est ce dont vient de parler Ewa, et notamment se dire, en fait, comment est-ce qu'avec une somme qui est relativement modeste, 30 000 euros, on peut aider de manière importante une association qui a on en parlait avant, c'est un budget de 300-400 000 euros par an. Donc voilà, on peut avoir un impact, et je pense que c'est ce que nos clients ont voulu montrer, quoi. David Laurin, pourquoi la rencontre en présentiel entre entreprises et associations est-elle importante selon vous ? Il faut des fois se rencontrer plutôt que d'aller sur un site internet, de se dire cette association, elle est intéressante, elle fait ça. Il faut avoir le contact avec. Oui, bien sûr. Et puis là, les 20 minutes qu'on a passées ensemble là avant le plateau étaient riches d'enseignements et de compréhension aussi de ce qu'on fait mutuellement et comment est-ce qu'on peut s'aider et aller ensemble vers un monde meilleur. D'ailleurs, de quelle manière l'entreprise mécène, ce que vous êtes, suit ensuite le travail de l'association dans laquelle elle décide d'investir ? Oui, alors ça, c'est des choses qu'on va mettre en place maintenant avec Nature et Évolution. Classiquement, il y a du reporting une fois ou 2 fois par an. Et puis après, nous, sur des programmes précédents qu'on a financés, on a pu se déplacer, aller sur place, voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est
aussi en interne pour les collaborateurs une source de fédération et de se dire en fait grâce au travail qu'on fait et grâce à l'argent qu'on génère, ça permet d'aller aider un projet et de façon très concrète et de rencontrer ces personnes et de nous dire voilà qu'est-ce que ça a eu comme impact, quoi. Comment arrivez-vous à convaincre les entreprises ? Comment vous nous parliez tout à l'heure du pitch. Est-ce que c'est simple ? On en parlait tout à l'heure également avec Isabelle Susini. Comment on arrive à convaincre déjà une entreprise, par exemple, de donner 1% de son chiffre d'affaires à des associations ? Comment on arrive à convaincre une entreprise qu'il faut investir dans cette association, que ça peut être intéressant ? Alors, effectivement, il y a les deux étapes. Il y a le fait de convaincre une entreprise que ça serait bien qu'elle veuille bien donner 1% de son chiffre d'affaires à des associations, sans forcément parler de nous, mais ça c'est le travail de 1% for the Planet. Voilà, exactement. C'est aussi notre travail. C'est-à-dire que quand on rencontre des gens, parfois, c'est plus facile, plutôt que de leur demander de faire un don à l'association, c'est plus facile de les faire intégrer le club 1% pour la planète, parce que c'est aussi une sorte de label, une sorte de marque. C'est assez simple, on comprend qu'il y a 1% du chiffre d'affaires. C'est quand même pas rien, hein. C'est pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, qui est plus effectivement notre rôle, c'est d'essayer de les convaincre de nous donner à nous. Alors ça, je saurais pas dire s'il y a une méthode, hein. En l'occurrence, il y a aussi un peu de chance, je pense. Il y a aussi un peu de l'expérience, parce que nous, ça fait maintenant 12 ans qu'on travaille, par exemple, sur le Macaï. Ça fait presque peut-être la 5e fois que je participe personnellement aux Rencontres pour la planète et que je pitch différents projets. J'ai pas toujours été en réussite. Cette année, ça a été plutôt une réussite pour nous. Mais je dirais pas qu'il y a une recette. Je pense que l'expérience joue beaucoup. C'est-à-dire que quand les mécènes nous voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, ils finissent par se dire ceux-là, ils tiennent, ils s'acharnent un peu. Ils ont des projets qui sont de plus en plus sérieux, de plus en plus posés. Voilà, nous, on a fait, c'est clair, un gros travail, notamment en 2020, sur la structuration de nos projets, pour que le message soit bien clair. C'est de la rédaction, hein, c'est tout à fait ça, c'est presque de la com, mais l'idée, c'était que pour les mécènes, ce soit très clair ce qu'on fait, le travail qu'on essaye de faire. Et c'est pas évident, parce que, encore une fois, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de protéger un territoire. On n'est pas sur une thématique, par exemple, on ne fait pas que du reboisement ou que de la sensibilisation environnementale, etc. Ce qui est souvent le choix des associations, c'est de cibler une thématique, une action. Nous, on est plus sur un territoire sur lequel on essaye d'être le plus exhaustif possible, je dirais. Donc, c'est une démarche holistique où on touche aussi bien au social, à l'économique qu'à l'environnemental. Et ça, c'est pas forcément facile à expliquer. Donc, ça nous prend forcément un petit peu plus de temps. Mais c'est une démarche qui est formatrice, je dirais. Alors déjà, on est évidemment très content quand ça marche et quand des mécènes comme Recyclivre nous soutiennent. Mais au-delà de ça, le pitch est structurant en lui-même. C'est-à-dire le fait de travailler à exprimer un projet, à le défendre pendant 8-10 minutes, c'est super utile pour la suite, pour d'autres démarches, d'autres rencontres futures, etc. Donc, ça aide. David Laurin, pourquoi l'entreprise, selon vous, a-t-elle peut-être plus qu'une autre organisation un rôle à jouer dans la protection de l'environnement ? On en parlait tout à l'heure avec Isabelle Susini également. Une entreprise, aujourd'hui, il faut qu'elle soit engagée. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est qu'il y a des crises de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes. Et je suis persuadé, et ça a été prouvé par beaucoup d'études, que les entreprises qui ont une vision et qui ont une mission autre que uniquement la génération de bénéfices vont traverser plus facilement ces crises, seront beaucoup plus résilientes. Donc moi, aujourd'hui, je pense que c'est un impératif pour n'importe quelle entreprise de mettre la protection de la planète, la solidarité au cœur de la création de richesse, parce que c'est comme ça qu'elles seront encore là demain et dans 10 ans et dans 20 ans et dans 50 ans. C'est comme ça qu'elles seront plus résilientes. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui, d'avoir mis en lumière ce beau mouvement des rencontres pour la planète. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
La bonne idée du jour est celle de Thomas Guest, bénévole et administrateur de la Jeune Chambre économique française, en charge du développement du jeu Captain ODD, un jeu de cartes avec plateau en mode collaboratif, en référence aux 17 objectifs du développement durable. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Merci. Avant de rentrer dans l'explication des règles du jeu, comment est venue l'idée de ce Serious Game sur le développement durable ? Alors tout simplement, à la Jeune Chambre économique française, on a l'habitude d'utiliser une méthodologie de travail et on part d'une phase d'enquête qui a été réalisée en 2020 auprès de 3000 organisations qui y ont répondu. Et un chiffre assez édifiant qui est ressorti de cette enquête, c'est que 75% des organisations souhaitent améliorer leurs pratiques de développement durable à court terme. Et donc est née l'idée d'utiliser l'angle d'un jeu de société pour insuffler des messages en lien avec le développement durable et la responsabilité sociétale d'entreprise. Et la force de la Jeune Chambre économique française, c'est qu'on a 125 jeunes chambres économiques locales sur notre territoire métropolitain et ultramarin. Donc ça nous permet de diffuser encore mieux les messages. C'est différent de vos missions habituelles, j'imagine, à la Jeune Chambre économique française, de créer un jeu ? Oui, effectivement. Mais c'est ça, l'avantage d'être dans une association telle que la Jeune Chambre économique française, c'est qu'il y a un panel assez large de possibilités de vous rencontrer, de développer un jeu. Voilà tout ce qu'on peut faire, un panel d'exemples. Thomas Guest, à qui s'adresse ce jeu alors exactement ? Alors, il s'adresse aux écosystèmes de nos territoires. Ce sont principalement des organisations comme des très petites ou petites et moyennes entreprises, mais ça peut être également des politiques, des collectivités. Le but, c'est de vraiment créer des synergies entre les participants pour réfléchir finalement à leur démarche et comment ils peuvent l'améliorer ensemble sur les territoires. Donc, comment on y joue, on comprendra mieux ce que vous dites une fois qu'on saura comment on y joue et avec qui on y joue. Vous parlez de synergie, on y joue au sein d'une même entreprise, combien de joueurs ? Expliquez-nous comment ça marche. Alors, on réunit notre réseau local et on s'installe autour de la table à 2 à 5 joueurs autour de la table et l'idée effectivement autour d'un plateau et de cartes, on a un objectif commun, on a un objectif collectif, atteindre un certain nombre de points de durabilité et on le fait grâce à la création d'entreprises et à l'optimisation de ces dernières pour pouvoir gagner ces fameux points. Est-ce que vous avez des exemples, peut-être pas de questions, mais de projets, de sujets soulevés sur ces cartes de ce jeu Captain ODD ? Oui, on a les fameuses cartes optimisation. C'est celles qu'on va attribuer à des entreprises. Et ces cartes optimisation, c'est vraiment l'essence de ce jeu. Par exemple, c'est prendre connaissance de nouveaux modèles économiques comme l'économie de la fonctionnalité ou l'économie circulaire. Mais c'est aussi mettre en avant comment, dans mon entreprise, je peux faire une photographie de mon avancée en termes de responsabilité sociétale d'entreprise, tout ce qui est low-tech, tout ce qui va concerner les circuits courts, le réemploi. Voilà tout ce qu'on peut agrémenter dans le jeu et découvrir. Pourquoi le jeu serait-il, selon vous, plus efficace pour sensibiliser les entreprises et organisations aux enjeux climatiques ? Bon, on est parti effectivement d'études qui prouvaient que de gamifier certaines thématiques, ça permet d'impliquer les joueurs et donc de mieux incorporer ça dans leur démarche. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas au jeu. C'est vraiment derrière tous les échanges qu'il va y avoir par rapport à ce jeu-là qui vont permettre de doper le message qu'on veut transmettre. De quelle manière va-t-il être déployé, distribué ce jeu, Thomas Guest ? La suite, c'est que donc là, il y a eu un démarrage au 15 septembre lors d'une soirée partenaire. Et déjà, une dizaine de jeunes chambres économiques locales ont récupéré le jeu, par exemple à Chartres, à Grenoble, à Montpellier. Mais là, le déploiement va se faire jusqu'à la fin du mois. Toutes les jeunes chambres économiques locales de nos territoires vont recevoir le jeu. Donc vous pouvez vous adresser à elles pour créer un atelier dans votre territoire. Je rappelle son nom, Captain ODD. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas Guest d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes bénévole et administrateur de la Jeune Chambre économique française. Merci de nous avoir accompagnés. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. À très vite et très bonne journée à tous sur Bismart.